Merci d'être venu à ce Parlons Santé, donc sur la thématique personnes âgées, repérer un changement de situation et donner l'alerte. Donc, je suis Pauline Rébulard, la directrice de la CPTS Brest Santé Océane. Un grand merci aux intervenants qui sont présents aujourd'hui et qui vont vous faire une très, très belle table ronde. Donc ça va durer à peu près 40 minutes d'intervention au moment de la table ronde, et après on vous laissera à peu près 20 minutes pour poser vos questions, parce que l'objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous. Je souhaitais également remercier les résidences Domitis pour leur accueil, parce que c'est vraiment un très beau lieu. En plus, on est très bien accueillis, donc un grand merci à vous. Et je laisse la parole à ma collègue, donc Cassandre Marc, chargée de projet, qui va animer cette table ronde. Merci Pauline. Alors du coup, on va démarrer avec... Hop, que je mette... Alors, avec Élodie Quilleveré, qui donc vous êtes responsable clic et l'animation territoriale au DAC, et Dr Aurélien Lucas, vous êtes médecin coordinateur au DAC. Peut-être en quelques mots, pouvez-vous nous présenter un petit peu l'association Appui Santé Nord Finistère ? Oui, alors le DAC et les clics, comme vous en avez fait référence, donc ce sont des services qui sont portés par l'association Appui Santé Nord Finistère. Donc le siège social est basé à Guipava, et nous avons ensuite des antennes donc à Lesneven, Morlaix et Landivisiau. Comme on le disait à l'instant, donc il y a plusieurs services. Donc ce soir, on va surtout parler du DAC, puisque les clics, la CPTS n'est pas concernée par le territoire des clics que nous portons. Donc on peut peut-être passer directement à la slide suivante. Oui, pour nous présenter dans le vif du sujet, puisque le temps est limité. Donc le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination. Donc on existe maintenant depuis 4 ans. Enfin, ce dispositif existe depuis 4 ans. Donc c'est 3 missions. Le DAC, donc peut-être, alors je l'ai pas dit, je vais peut-être commencer par ça. Donc on intervient auprès des personnes en situation complexe, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie ou le handicap. Et on intervient également en subsidiarité, donc ça peut-être on y reviendra aussi. Je passerai la parole à mon collègue Dr Lucas, on pourra un peu parler des situations. Donc c'est 3 missions. La première, c'est vraiment l'information et l'orientation. Donc c'est-à-dire que si vous avez une question par rapport à une situation qui vous questionne, voilà, qui vous pose problème, vous pouvez nous appeler pour avoir une information, une orientation. Ou bien, si c'est nécessaire d'avoir un accompagnement renforcé, eh bien, on passe sur la mission 2 avec des coordinateurs de parcours qui vont pouvoir accompagner dans les situations, donc, quelle que soit la problématique. Généralement, il y a un mélange de sanitaire, de social. Sur la complexité, on n'a pas de critères. C'est vraiment la complexité ressentie. Donc, on a une fiche d'orientation qui est sur notre site et que vous pouvez compléter directement en ligne. Et puis, on a une 3e mission qui est l'appui aux pratiques professionnelles, dont je suis donc la responsable. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui est animation, rencontre avec les partenaires, interconnaissance, travail avec les CPTS sur les projets. Et puis, on en parlera aussi tout à l'heure. On a créé dans ce cadre de cette mission-là un outil qui s'appelle Madeo, et qui est là aussi, qu'on a créé à la demande des partenaires pour répondre à leurs demandes. Donc, pour répondre à ces missions, on a une équipe pluriprofessionnelle donc qui est constituée de médecins, dont Aurélien Lucas, qui a une compétence en gériatrie. On a également un autre médecin, Noémie Keravec, qui a une compétence plutôt en soins palliatifs, et Dr Monguillon, plus sur l'aspect endocrino. Donc, nos coordinateurs d'appui, elles sont soit de profession assistante sociale, soit de profession infirmière. Nous avons également des psychologues. On a un neuropsychologue et une diététicienne. Alors après, comme je le disais, on intervient en subsidiarité. Donc, si la demande d'appui, c'est uniquement pour avoir un suivi en psycho, nous, on va plutôt orienter vers le libéral.
c'est vraiment dans le cadre d'un accompagnement global qu'on va faire intervenir nos psychologues, nos neuropsychologues ou notre diététicienne. Voilà, donc la demande d'appui est sur notre site internet. On a des complexités un petit peu différentes, mais je vais peut-être passer, voilà, Dr Lucas va en parler. Ouais. Oui, du coup, sur la diapositive d'avant, peut-être juste de repréciser voilà, sur chaque mission. Un point important aussi, on intervient donc sur tout notre territoire de santé, qui est le territoire de santé numéro 1, donc qui va de Ouessant jusqu'à Gare-l'Esquin, de l'île de Bas jusqu'à la presqu'île de Crozon, et vous coupez à peu près un petit peu au-dessus de Châteauneuf-du-Fou. Donc c'est quand même un gros secteur. Pour ça, on a plusieurs bureaux qui sont répartis sur tout le département pour pouvoir intervenir. Et donc, je voulais peut-être de repréciser un tout petit peu les missions. La mission 1, effectivement, c'est ce que j'appelle l'appel à un ami. C'est-à-dire que vous vous posez une question, vous allez pouvoir nous appeler. Ça va être par exemple une famille qui va appeler pour son parent, qui commence à prendre un petit peu d'âge, et puis qui se dit, tiens, est-ce que peut-être on pourrait adapter un peu le logement, ou est-ce que, pourquoi pas, en termes d'ouverture des droits, quelles sont les possibilités. Voilà, donc là, on va pouvoir se dire, effectivement, c'est pas nous, on n'est pas sur du parcours de santé complexe, comme tu l'as dit, Elodie. Ça va être tout à fait l'émission du clic, et donc on va pouvoir réorienter la personne directement. D'accord. Et parce que le DAC peut être sollicité par des patients, enfin des usagers, on va dire, tout comme des professionnels de santé. Oui, tout à fait, les deux sont possibles. Alors effectivement, on a plutôt une orientation par des professionnels de santé, mais les usagers peuvent nous appeler directement ou leur famille. Voilà. Ok. Et à quel moment, pour le professionnel de santé, à quel moment de la prise en charge d'un patient, il peut vous solliciter du coup Alors dès lors qu'il va estimer nécessaire et qu'il trouve de la complexité, puisque comme on disait, elle est ressentie, donc ce qui est complexe pour l'un ne l'est pas pour l'autre, et inversement. Donc c'est tout. Dès lors qu'il estime nécessaire et qu'il a une question, en tout cas, il faut pas hésiter. Et pour le coup, ça sera peut-être cette mission 1. Ça va être aussi, par exemple, mon confrère médecin traitant qui va m'appeler. On va commencer à évoquer la situation. On va se rendre compte que finalement, les problématiques médicales sont un petit peu au premier plan, que oui, il y a beaucoup de choses à faire pour le maintien à domicile à côté, mais on se rend compte que oui, là, il y aurait peut-être besoin d'envisager une hospitalisation, mais pas en urgence, donc plutôt une hospitalisation programmée. Et donc là, effectivement, je vais pouvoir l'orienter, par exemple, vers un allogériatre, dont on discutera aussi tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la mission 1. La mission 2, c'est vraiment le cœur de métier, c'est l'appui à la coordination. Donc là, avec les équipes que tu as déjà décrites. En pratique, ça se passe comment ? C'est-à-dire que dès lors que on estimait qu'effectivement il y avait nos critères d'intervention, les coordinatrices et coordinateurs, puisque nous avons aussi des coordinateurs, mènent des investigations, voilà, auprès de tout le cercle de soins, pour vraiment avoir le ressenti de chacun, vraiment de déjà se représenter la situation du patient. Ensuite, la plupart du temps, il y aura une visite à domicile, et cette visite en découle la rédaction en fait d'un compte rendu d'évaluation. C'est une évaluation multidimensionnelle qui balaye tous les champs, que ça soit la santé, le social, l'environnemental. C'est vraiment un état des lieux sur le moment, au jour J. Et de ça, ensuite, il y a un plan d'action, puisqu'en fait, on va repérer des fragilités. Et finalement, on va se dire, qu'est-ce qu'on en fait de ces fragilités ? Voilà, donc ça va être déjà de les repérer, de savoir, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'on peut, pourquoi pas, essayer de les améliorer, enfin, c'est ce qu'on tente, tout du moins, et par qui ? Voilà. Et donc là, la subsidiarité entre en jeu, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un professionnel qui peut nous aider, justement, sur ce plan d'action, sur cette ligne-là en question, nous aider à la mettre en œuvre, on va le mobiliser pour ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément central. Évidemment, après, dans nos accompagnements, on réévalue. On a quand même une file active qui est plutôt importante, donc on peut pas être présent tous les jours. On n'est pas là non plus pour faire les soins, d'ailleurs. C'est une notion importante. Et donc la réévaluation sera faite à peu près tous les 3 mois, maximum tous les 3 mois. Voilà, pour voir où on en est et si besoin est, reprendre des actions pour ensuite aider à quand même, pour tenter tout du moins de corriger à nouveau les fragilités qui seront encore présentes. Voilà, donc c'est le plan personnalisé, ce qu'on appelle le plan personnalisé de santé, voilà, qui est donc en lien également à la fois avec la personne et son entourage. Voilà, donc ça c'était peut-être les petites précisions à apporter sur ces 2 missions. Merci beaucoup. Peut-être que du coup, Élodie, vous avez
évoqué le Madeo, l'outil qui a été créé. Peut-être que vous pourriez le présenter en quelques mots, puisque voilà, ça fait pas l'objet d'une grande présentation aussi aujourd'hui, mais déjà en dire quelques mots puisqu'il est accessible aux usagers tout comme aux professionnels. Oui, c'est ça. Donc c'est un outil qu'on a développé avec les filières gériatriques de Brest et de Morlaix dans le cadre de la mesure 5 pour ceux à qui ça parle, donc mesure 5 du pacte de refondation des urgences. Au moment des travaux de cette mesure 5, les professionnels nous ont dit, eh bien, nous, dans notre pratique, ce qui nous manque, c'est un annuaire à jour, parce que généralement, c'est quand même ça la grosse difficulté. C'est d'avoir de l'information sur ce qui se fait sur notre territoire en termes de services, en termes d'accompagnement et tout ce qui est action collective. On avait un exemple d'un médecin gériatre qui nous disait, eh bien, moi, je reçois en consultation des personnes à qui je vais diagnostiquer un début de maladie d'Alzheimer ou une autre maladie, et qui disent, mais après, moi, j'aimerais bien pouvoir l'orienter vers des ateliers mémoire, mais je ne sais pas ce qui se fait sur ces territoires. Donc, il faudrait que j'ai aussi un endroit où soit recensée toute cette offre-là. Voilà. Et puis après, tout ce qui peut être actualité, outils. L'idéal étant d'avoir tout au même endroit, de la formation, puisque pendant le Covid aussi, ce qui a beaucoup fonctionné, ce sont les webinaires, les capsules vidéo, et donc de pouvoir aussi peut-être retrouver ce genre de choses sur un site. Donc on a construit ce site Madeo en santé, donc même le nom a été choisi avec les partenaires, et il est en ligne depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc si vous tapez Madeo en santé sur Internet, vous tombez dessus très rapidement, avec un accès, donc une partie grand public et un accès réservé aux professionnels. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'annuaire, donc ce qui est important aussi, c'est que c'est un annuaire qu'on n'a pas créé nous-mêmes. On se base sur un répertoire national qui est lui-même alimenté par les ordres, etc. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir quand même une information relativement à jour. Et quand nous, on se rend compte qu'elle ne l'est pas tout à fait, on a aussi la possibilité d'aller modifier cette base. Donc du coup, dans cet annuaire, si vous êtes grand public, vous allez en gros retrouver le nom, le prénom. Enfin, si vous cherchez par exemple un médecin, le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, ce qu'on peut retrouver n'importe où sur Google. Mais on a aussi, pour les professionnels connectés, des accès par exemple à la messagerie sécurisée. Donc voilà, avec des petites informations comme ça un petit peu complémentaires. Et donc le professionnel qui se crée un compte, il peut avoir des accès, mais il peut aussi alimenter sa propre fiche. Donc par exemple, dire qu'est-ce que j'ai comme pratique ou comme activité un petit peu particulière et que je souhaite faire connaître. Et donc par exemple, je suis un kiné qui fait du drainage lymphatique, et bien je mets sur ma fiche drainage lymphatique. Et du coup, quand nous on va rechercher dans le moteur de recherche drainage lymphatique, hop, ce professionnel-là va remonter. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil qui est, on l'espère, facile d'utilisation. Agréable normalement lorsqu'on navigue, mais surtout aussi collaboratif. Donc c'est-à-dire que tous les partenaires sont invités à le faire vivre aussi cet outil, puisque nous avons une équipe de 3 personnes qui travaillent à temps plein dessus pour mettre à jour l'annuaire, pour mettre à jour des actualités, des événements dont on a connaissance, mais chacun peut participer à l'alimentation de ce site. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, on l'a bâti dans le cadre des filières gériatriques, mais on sait bien que la gériatrie, ça touche aussi tous les autres aspects de la santé, l'oncologie, la santé mentale, etc. Donc on retrouve tous ces aspects également, toutes ces informations sur ce site. Donc je vous invite vraiment à aller dessus et puis à créer votre compte. Merci beaucoup Élodie. On va passer peut-être à Gwendoline Pingham. Donc vous allez nous parler de la ligne Allo Gériatre. Oui. Donc, Gwendoline, vous êtes infirmière de parcours gériatrique et donc vous êtes en charge de cette ligne Allo Gériatre. Est-ce que peut-être vous pouvez nous resituer un peu le contexte de la mise en place de cette ligne téléphonique ? Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis donc Gwendoline. Donc, une partie de mes missions, c'est donc la ligne Allo Gériatre. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc elle fait partie de la mesure 5 du pacte de refondation des urgences.
Et donc l'objectif est d'éviter le passage par les urgences des patients de plus de 75 ans, quand cela est possible d'éviter. Et donc tout ça en organisant en fait un parcours de soins concerté, donc au niveau du périmètre de la filière gériatrique du Pays de Brest. Donc du coup, dans la mesure 5, il y a donc plusieurs actions. Donc comme on a parlé, l'annuaire Madéo. Il y a aussi le repérage de la fragilité avec l'URPS. Il y a le parcours du patient chuteur. Donc ça fait partie de mon autre mission où je suis tous les patients chuteurs qui sont rentrés en médecine gériatrique et qui ont été vus par l'équipe mobile de gériatrie. Et donc je les suis jusqu'à ce qu'ils retournent à domicile ou en institution. Et je les rappelle une semaine après. Et en fonction de ça, il y a souvent plein de choses à revoir. Donc il y a de l'orientation énormément avec eux. Il y aura aussi bientôt d'autres choses qui vont être proposées par rapport à ce parcours de patient chuteur. Mais bon, pour l'instant, c'est en construction. Et pour la ligne allogériatre, du coup, donc c'est une interface donc téléphonique, donc uniquement pour la filière du Pays de Brest. Donc, elle est mise à disposition donc, de l'ensemble des professionnels de santé, donc les médecins traitants, les infirmiers libéraux, les infirmiers d'EHPAD, les médecins coordonnateurs, les cadres de santé, infirmières coordinatrices. Je travaille beaucoup avec le CLIC aussi, surtout celui de Brest. Donc, il m'appelle régulièrement pour des situations complexes au domicile. Pareil, je travaille beaucoup aussi avec Appui Santé, donc, parce que j'ai mes missions qui ont des limites, puisque ce n'est que des coups de téléphone. Donc, c'est vrai que je ne peux pas aller au domicile des patients. Donc, après, je laisse souvent la main à mes collègues coordinatrices ou coordinateurs d'Appui Santé. Donc, voilà. Et là, à savoir que cette ligne est accessible à ces professionnels de santé, vous avez plus ou moins ces professions-là qui vous sollicitent, ou vous voyez quand même une différence en fonction des professions, de la sollicitation? Alors, j'ai beaucoup plus de médecins généralistes qui appellent, quelques infirmiers libéraux. Alors, ça m'est arrivé que certaines fois, le numéro de téléphone est donné au patient directement. Donc là, c'est vraiment à usage professionnel. Donc, normalement, c'est uniquement un infirmier ou un médecin qui doit m'appeler. Mais bon, ça commence un peu plus à venir. Donc, j'espère que... Ou après... que les infirmiers libéraux donnent le numéro au médecin traitant, en tout cas pour qu'ils n'hésitent pas à appeler si la situation nécessite une réponse, quoi. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc je suis joignable de 10h à 18h, du lundi au vendredi. Donc j'ai un gériatre qui est avec moi de garde tous les jours. Donc, ils travaillent dans les services, la plupart du temps, les gériatres. Donc, soit j'arrive à répondre à la question, parce que c'est beaucoup de conseils, beaucoup d'orientation. Il y a aussi beaucoup de demandes d'hospitalisation directe aussi. Donc, j'essaye de programmer des hospitalisations en accord toujours avec les médecins, que ce soit dans le service de médecine gériatrique sur la Cavale Blanche, ou alors je vois aussi dans les autres structures de soins qui sont à proximité en fonction du lieu d'habitation du patient. Et donc, du coup, il peut aussi y avoir l'hospitalisation aussi en hôpital de jour, des consultations aussi qu'on peut prévoir, notamment consultation chute qu'on a le jeudi après-midi. Et donc, je tiens un jour un tableau d'activité où je note du coup tous les appels que j'ai, quoi. Et Gwendoline, vous êtes sur la Cavale Blanche, située... D'accord. Je suis située à la Cavale Blanche, donc au niveau des consultations gériatriques. Donc si vous passez par là, vous pouvez venir me faire un petit coucou. Donc là, j'ai mis les quelques chiffres. Donc la ligne est ouverte depuis presque 1 an. On va fêter l'anniversaire là bientôt. Donc on voit que l'activité a bien augmenté. Donc c'est uniquement les appels de l'appelant. Parce que quand j'ai un appel, généralement, après, j'ai 3, 4, 5 appels pour gérer la situation. Donc, ça monte
j'ai de plus en plus d'appels, en tout cas. Qui est une bonne chose au final, parce que c'est de plus en plus identifié. Et souvent, quand il y a un médecin traitant qui a confiance, en fait, qui a eu confiance ou qui a eu un bon conseil, ou qui a été bien Pense à son besoin au final. Voilà. Généralement, il rappelle. Donc là, le flyer, Ouais, qui est disponible aussi au fond de la salle si vous voulez en récupérer. Qui regroupe tout ce qu'on a dit, quoi. Merci beaucoup, Gwendoline. Donc, il y aura la possibilité de poser des questions à la fin de l'intervention. On va passer donc à la troisième partie. Sur la fiche de modification de situation à domicile qui a été créée par le groupe de travail personnes âgées donc de la CPTS. Et donc, pour en parler, on a Nadège Diop, qui est infirmière libérale et référente du groupe de travail, du coup. Donc, peut-être, je vais afficher la fiche, mais peut-être avant de la présenter, Nadège, est-ce que vous pouvez peut-être nous recontextualiser la création de ce document et les échanges qu'il y a pu avoir, qui ont mené à cette fiche? Bonsoir. Du coup, le groupe de travail de la CPTS personnes âgées est représenté par un panel de professionnels qui travaillent au domicile du patient, et on a travaillé entre 2022 et 2023 sur le projet ICOP avec le CHU de Brest, qui est un projet de repérage de la fragilité chez la personne de plus de 70 ans. Donc on a eu une formation, c'est une application en fait, quand on est au domicile d'une personne de plus de 70 ans mais qui n'est pas en fait repérée comme fragile, on le teste, et s'il rentre dans le test, il y a ensuite plusieurs items à poursuivre pour mettre en place un projet de suivi. Et en fait, à l'évaluation de ce projet, on s'est rendu compte que ça ne rentrait pas dans notre travail, en fait, puisque c'est des patients qui ne sont pas encore ciblés et qu'on ne voit pas forcément toujours, nous, à domicile. Et que notre travail était plus sur le repérage secondaire de nos patients déjà qu'on suit à domicile, et que le problème, c'était souvent quand il y a un changement dans l'état de la personne, on ne sait pas toujours quoi faire et vers qui l'orienter. Donc, c'est là qu'on a travaillé sur cette fiche, quoi. Voilà. D'accord, merci Nadège. On peut du coup un peu zoomer sur plusieurs parties peut-être, et détailler ce qui a amené voilà. Donc, aux critères, l'établissement voilà, des donc critères. on l'a appelé fiche de modification de situation à domicile, et donc c'est vraiment quand c'est pas une urgence, quand il y a un état de santé qui change mais que ça nécessite pas une urgence, et surtout c'est pour éviter l'hospitalisation et le passage par les urgences, quoi, qui pourrait modifier encore plus. Donc dans un premier temps, il y a l'identité de la personne. On a rajouté le dernier poids connu, même si on sait que c'est pas toujours facile de le connaître, quoi. Voilà, mais ça peut être important. Ensuite, l'identité de la personne qui fait l'évaluation, donc sa fonction surtout, voilà, et son nom pour pouvoir ensuite la recontacter. Et excuse-moi Nadège, tout professionnel du coup intervenant au domicile du patient peut compléter cette fiche? Oui. Ça peut être même les kinés ou le podologue qui vient de temps en temps et qui constate qu'il y a un changement. Voilà, les auxiliaires de vie, les infirmières, voilà. Donc ensuite, l'entourage de la famille, s'il est connu, voilà. Et le reste des professionnels qui intervient, donc s'il y a un service à domicile, l'infirmière, le médecin traitant, et puis autres s'il y a un kiné, voilà. Et donc ensuite on remplit les petits items. Donc on voulait vraiment s'appuyer sur le changement, voilà, s'il y a un gros changement. Donc c'est pour ça qu'on a mis environnement habituel et son environnement a changé, pour vraiment savoir ce qui a changé, quoi.
Et voilà. Et d'habitude, pourquoi j'interviens chez cette personne? Et maintenant, ce n'est plus comme d'habitude. Je passe plus de temps pour ces interventions où il y a des choses vraiment qui ont changé, quoi, et que je veux vraiment appuyer. Son état aussi psychologique, si elle est d'humeur gaie ou pas, ou semble plus triste maintenant. Vraiment, c'est vraiment la modification qui était importante à signaler et où on se dit, tiens, il y a un petit signal d'alarme qui se met en place avant que la situation s'aggrave et que là, on n'ait plus le choix que d'envoyer la personne aux urgences, malheureusement. Donc, voilà. Et donc, à la fin, on identifie la problématique, donc et puis on indique l'action réalisée et s'il y a une solution. Et donc, dans le petit carré, on a mis justement Allo Gériatre, qu'on peut contacter si... alors, si c'est par exemple l'auxiliaire de vie qui fait le dépistage, elle peut déjà appeler, en général, c'est ce qui se passe, l'infirmière pour signaler qu'elle a fait une fiche et qu'elle trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Si c'est l'infirmière, elle peut appeler le médecin ou directement Allo Gériatre ou Appui Santé Nord Finistère. Voilà. Et donc cette fiche, donc, elle vient tout juste d'être créée. Oui. Donc la phase de test n'a pas encore démarré. Vous avez une idée de quand Alors, à peu près? On doit faire une dernière réunion en octobre, sans doute, pour justement... on voudrait faire un essai déjà de cette fiche, donc avec certains professionnels et un petit test. Donc ça serait courant début d'année prochaine, quoi. On n'a pas encore... on travaille sur ça, la prochaine réunion, c'est ça l'objectif. Et une fois qu'on l'aura testé, on la réadaptera s'il y a des choses qui ne vont pas pour essayer de ensuite la distribuer sur tout le territoire. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Alors moi j'avais une question au niveau du site Madeo. Est-ce que vous savez combien de professionnels aujourd'hui dans le Finistère ont créé un compte et alimentent régulièrement le site? Alors les derniers chiffres que j'ai en tête, on était à 300 créations de comptes. Voilà. Alors après, avec des profils très variés, aussi bien des services d'aide à domicile, des pharmaciens, des médecins, des dispositifs aussi comme les nôtres, des associations, par exemple France Alzheimer, qui peut mettre aussi directement en ligne ces actions. Et c'est vrai que ce qui est intéressant pour les libéraux, c'est qu'ils peuvent aussi, donc, dans leurs fiches, renseigner, comme je disais, leurs activités, mais mettre par exemple directement le lien vers leur site Doctolib ou autre, mettre leur site internet. Si c'est l'hôpital, il peut mettre aussi tous les documents utiles à l'hospitalisation. Enfin voilà, on a sur une même page toutes les informations pratiques. Moi, j'aurais une question à vous poser. C'est au sujet des patients chuteurs. Moi, je suis en train de travailler en ce moment sur une vidéo sur la prévention des chutes. Et en fait, nous avons maintenant un public entre 60 et 80 ans qui est globalement en état de se déplacer. Et par le fait de l'âge, il y a beaucoup de chutes avec des hospitalisations qui peuvent être définitives, quoi. Donc, on est en train d'essayer de mettre ça en musique sur une vidéo qui sera à disposition de TBO, donc sur FR3. Et on travaille dessus en ce moment avec le moulin à images. Et on est en train de travailler. En fait, on va travailler par panneau. On va essayer de mettre en place une séquence par mois. En commençant, si c'est terminé. On a déjà 3 séquences qui sont terminées. Et on va filmer donc une séquence par mois pendant 10 mois jusqu'au mois de juin. Alors, j'aurais voulu avoir un petit peu votre avis sur ce que comment vous voyez les patients chuteurs et comment ça se passe dans votre environnement professionnel et comment vous intervenez. Alors du coup, j'ai été juste en formation sur la chute pendant 2 jours et la formatrice nous a parlé de la danse, justement. Elle disait que, surtout pour les syndromes parkinsoniens, elle disait que le tango était une danse qui
qui aidait vraiment à l'acquisition à réapprendre à se mouvoir. Et donc, la chute, c'est vraiment une question de santé publique. Hein. On a énormément d'hospitalisations pour la chute. Alors moi, du coup, ce qui se passe, c'est que donc j'appelle soit le patient, soit la famille, et je fais tout un état des lieux avec le patient ou la famille au téléphone. Donc je demande comment ils vont, s'ils se déplacent, s'ils ont besoin d'aide technique. On discute sur le chaussage, par exemple aussi, sur s'ils ont de la kiné, s'ils bougent, s'ils veulent aller un petit peu, s'ils font des activités en extra. Alors il y a beaucoup quand même de public plus de 80 ans quand même, et généralement ils n'aiment pas trop sortir de chez eux. Travailler en prévention avant d'arriver au stade du déambulateur, quoi, vous voyez. Ouais. Travailler sur la force musculaire des bras, travailler sur l'orientation spatiale, temporelle, etc. Donc il y a tout un travail en amont qui permet à la personne de se responsabiliser avant d'arriver au déambulateur. C'est ça. Tandis que c'est vrai que nous, quand ils arrivent à l'hôpital, il y en a certains quand même. Comme je travaille, je prends soin les patients qui ont été vus par l'équipe mobile de gériatrie. Donc il y en a certains qui viennent de traumatologie, et donc là il y en a certains quand même qui c'est la première chute qui a malheureusement créé une fracture. Donc là ces patients-là, on arrive un peu plus à les orienter, à avoir du coup des actions de prévention au niveau surtout de bouger, d'aller aussi vers les associations pour qu'ils puissent sortir aussi, avoir du lien social. Et donc après tout ça, mais c'est vrai que c'est de la prévention, mais il y a déjà eu quand même une chute, voire plusieurs chutes, quoi. Comment vous abordez ce public-là? C'est lui-même qui vous contacte, ou l'environnement ou... Non, pour l'instant, c'est uniquement ceux qui sont hospitalisés. Moi, je travaille avec un public entre 60 et 80 ans. Et il y a 5 ans, j'avais entre 5 et 6 fractures par an. Fracture de poignet, fracture de coude, fracture d'épaule. Et depuis 2 ans, j'en ai plus du tout. Ce qui veut dire quand même que, globalement, la prévention et le travail que nous faisons en amont est quand même intéressant. Enfin, c'est pas pour nous mettre en valeur, mais il faut dire qu'on travaille sur ce public-là, quoi. Alors après, justement, il y a plus de femmes. Mais il y a justement un travail qui va être fait aussi sur la chute. On va essayer de travailler avec l'équipe des urgences. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que c'est des projets qui sont en cours. Et justement, je pense qu'il y aura un peu plus j'arriverai plus à toucher les patients justement qui iront au tout début en fait de la fragilité. Donc on est en train de travailler là-dessus. Intéressant. Bonsoir, je suis Marianne Nigle-Garel et je suis podologue, et donc je travaille beaucoup sur l'équilibre et sur la chute des personnes âgées. Alors pour ça, je me permets de répondre à cette question. Il y a plusieurs paramètres. D'abord, il y a le problème de l'oreille interne qui est travaillé par les kinés en vestibulaire. Il y a le problème de la vision. Bien souvent, ces personnes âgées ont perdu la vue. Donc, ça explique aussi beaucoup les problèmes de chute. Moi, ce que je préconise souvent, c'est la marche, marcher le plus possible quotidiennement. Et puis donc nous on fait aussi des semelles pour ces patients, et on les conseille au niveau des chaussures. Il y a effectivement maintenant la prescription de chaussures de chute, de chaussures à usage thérapeutique. Il y a la kiné qui marche très très bien aussi, et puis les appuis, le test de l'appui unipodal, c'est-à-dire qu'on se met sur un pied. Comme ceci. C'est tout simple pour les personnes âgées. On leur demande de faire ça régulièrement, un petit peu tous les jours. Et en fait, là, on fait travailler les muscles proprioceptifs du pied et de la jambe qui nous permettent de nous tenir debout. Donc en fait, il y a principalement les 5 entrées, c'est
les yeux, l'oreille, la chaîne musculaire, bien sûr, que vous travaillez, et le pied. Voilà. Donc, tout ça pour expliquer un peu le problème de la chute. Après, il y a aussi la phobie. C'est vrai qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont chuté, c'est le psychologique qu'il faut remettre. Moi, j'ai eu, après le Covid, en fait, j'ai eu plusieurs fois des patients qui se sont arrêtés net dans la rue et ils étaient incapables de bouger. Et en fait, c'était le trauma. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais c'était aussi le choc post-traumatique du Covid aussi qui a fait qu'ils n'arrivaient plus à sortir de chez eux. Donc, un peu l'arachnophobie, quoi, tout simplement. Ouais. Et aussi, du coup, l'état des pieds aussi sont importantes. Alors, tout à fait, c'est pour ça que je suis là aussi, pour vous le dire. Les ongles, voilà, tout ça, c'est je pense qu'il faut préconiser au moins, au minimum, 1 ou 2 soins par an pour les patients. Et parfois, on a des pieds qui sont dans un état catastrophique, surtout sur des patients qui ont des problèmes cognitifs, qui ont des maladies d'Alzheimer et qui ne se rendent pas compte, où ça va être très, très ponctuel et après, ils oublient, quoi, tout simplement. Donc là aussi, on a la famille qui accompagne le patient et voilà, quoi. Après, il y a aussi peut-être aussi la canne qu'il faut aussi proposer pour sécuriser au départ. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Et concernant Allogériatre, parce que donc vous disiez que vous alliez bientôt fêter vos 1 an d'existence, et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Ça a vocation du coup à vraiment se pérenniser dans le temps. Oui, pour le moment en tout cas, ça se poursuit et ça se pérennise en tout cas. Et pendant les week-ends, comment ça se passe? Pour l'instant, rien. Est-ce qu'il y a une corrélation entre, par exemple, cet été, il y a eu à Brest, comme partout, beaucoup de passages aux urgences de personnes âgées. Est-ce que là, on voyait les chiffres, effectivement, en juillet, il y a eu quand même beaucoup plus d'appels, une soixantaine, entre 60 et 80. Est-ce qu'il y a un suivi dans le temps? C'est-à-dire que là, cette année, on a su qu'il y avait des problèmes à l'hôpital, que vous, de notre côté, on voit effectivement que vos chiffres qui augmentent. Est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'il y aura des statistiques à nouveau sur peut-être une meilleure connaissance par les différents professionnels de santé de la ligne Allogériatre et peut-être une meilleure prise en charge des patients avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital? C'est un suivi envisagé? Je pense que le travail qu'on fait tous ensemble avec les CPTS, avec Appui Santé, avec les clics aussi, sensibiliser déjà le public à maintenir le plus possible au domicile dans de bonnes conditions. Je pense que déjà, c'est un travail qui se fait au quotidien. Concernant les hospitalisations, on arrive à peu près à faire entre 10 et 15 hospitalisations par mois, entre une entrée directe. C'est très peu quand on voit le nombre de patients âgés la masse de personnes âgées qu'il peut y avoir sur le territoire. Mais c'est vrai qu'on se dit que c'est toujours ces patients-là qui ne sont pas passés par les urgences. Donc on est toujours quand même ravis de ça. Il y aura du coup, on essaiera nous en tout cas de travailler avec la régulation aussi du SAMU. Ça fait partie de ça aussi, de la mesure 5. On doit travailler avec la régulation du SAMU. Donc, on espère, là, dans les prochains mois, dans l'année prochaine, avoir ce travail-là en amont, justement, avant que les patients qu'on n'a pas réussi à avoir avec la ligne Allogériatre, qu'on puisse les avoir par ce biais-là. Parce que c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir la ligne aussi aux patients? C'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des patients qui m'ont appelé et c'est vrai que c'est très intéressant aussi de les avoir. Donc je sais qu'à Landerneau, par exemple, le docteur Mérien fait aussi de l'allogériatre et la ligne est ouverte aux patients. Donc c'est intéressant aussi d'avoir les patients directement, d'avoir les familles aussi des patients. Parce que quelquefois, les patients arrivent aux urgences et il y a des choses qui peuvent être faites au domicile du patient. Donc, on espère pouvoir améliorer tous ces points-là.
Khalil Beniamed, moi je suis généraliste à Guipava, à côté de Appui Santé. Là. Est-ce que vous pouvez préciser les missions entre le CLIC et le DAC? Parce que c'est pas très clair pour moi en tout cas. Alors, on va se partager le travail. Moi, je vais dire le CLIC et puis Dr Lucas parlera du DAC. Le CLIC, déjà, c'est les personnes de plus de 60 ans. Donc, s'il y a moins de 60 ans, ça ne sera pas le CLIC. Donc, le CLIC a plusieurs missions et globalement, c'est le plus gros de son travail, c'est de faire de l'information, de l'orientation et de l'évaluation à domicile. Et à partir de cette évaluation, il va mettre en place, ou en tout cas, il va préconiser la mise en place de services, d'aides, etc. Si nécessaire, il va accompagner les familles et les personnes dans remplir un dossier à pas, appeler un service d'aide à domicile pour mettre en place les choses, etc. Mais une fois qu'il aura fait ce travail-là, il va se retirer. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. Donc c'est vraiment du one-shot et c'est sur les questions liées vraiment à l'autonomie. Alors que le DAC... Effectivement, au niveau du DAC, le point important, ça va être le suivi qui va être derrière. Et qui va être aussi peut-être un tout petit peu plus large, puisque comme on disait, on intervient sur un parcours de santé qui est complexe. Donc la santé, c'est large. Enfin, ça va être vraiment la santé au sens de l'OMS, quoi, hein, le bien-être physique, mental, environnemental aussi. Et en fait, on va pouvoir agir sur tout ça. Donc le gros intérêt, comme je disais, ça va être le suivi derrière pour voir, une fois qu'on a dépisté ce qui n'allait pas, c'est de pouvoir mobiliser et puis ensuite de mettre en œuvre les actions nécessaires pour améliorer la situation. Voilà. Et le gros point important aussi, effectivement, c'est que nous n'avons pas de critères d'âge, ni de pathologie, d'ailleurs, ou de handicap. Voilà, j'espère que c'est peut-être un peu plus clair. Après, parfois, c'est pas impossible qu'on ait les deux services qui interviennent sur une même situation. On a vu parfois des orientations qui sont faites vers le DAC et on se dit peut-être que le CLIC peut aussi répondre aux besoins et du coup on réoriente vers le CLIC. Et inversement, le CLIC peut aller à domicile et se dit peut-être qu'il y aurait besoin d'un étayage un petit peu plus conséquent et contacter le DAC. On travaille souvent quand même avec tous les CLIC du territoire. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Après, je trouve que le parcours est pas simple. Hein. J'ai du mal à ce qu'il faut qu'on réagisse en peu de temps et ça m'arrivait souvent. Je l'orientais vers alors pas le DAC, vers Appui Santé, et puis on m'envoyait au CLIC et inversement. D'accord. Oui, parce qu'après, c'est vrai que je pense que le plus simple, c'est de nous appeler et puis après, nous, on oriente, on prend en charge dans nos services ou soit on oriente. Mais oui, c'est vrai que c'est pas une question toujours évidente. J'ai une deuxième question. Alors, je suis peut-être hors sujet là, vous n'avez pas parlé de biatrajectoire. Est-ce que, parce que ça c'est arrivé dans notre quotidien là, depuis quelques mois. Très dur à suivre. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'y attache ou oui. Parce que là... oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart des EHPAD ne prennent plus les dossiers papier. Les inscriptions passent uniquement par via trajectoire. C'est pas toujours très simple parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de famille pour créer le compte, pour faire les demandes, c'est pas simple. Et si le dossier n'est pas complet, donc justement avec la partie médicale, souvent le dossier n'est pas étudié par les EHPAD. Donc il n'y a pas tellement d'autres solutions aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que les EHPAD pour via trajectoire. Le handicap aussi. Ouais. Mais c'est ça. C'est noyé dans nos informations, dans nos mails pro qui sont. Ouais. Moi, je pense qu'il y a il y a de la casse dans mes suivis là-dedans. Je ne sais pas s'il y a du retour de votre côté, mais. Alors après, oui, nous on a surtout les retours des familles qui sont en difficulté aussi pour déjà se créer le compte.
Par rapport au DAC, alors il n'y a peut-être pas de cas un peu type non plus, mais je me demandais en termes d'accompagnement, est-ce que vous avez, ça dure combien de temps en règle générale l'accompagnement que vous faites pour les personnes? Effectivement, il n'y a pas vraiment de cas type, parce que à chaque fois, chaque patient est différent. Finalement, les accompagnements vont l'être aussi selon les problématiques, puisque on se rend compte en fait en interne qu'on a beaucoup d'accompagnements qui vont être plus sur du soin de support ou du soin palliatif, parce qu'en fait l'accompagnement de la maladie grave évolutive, on va avoir beaucoup d'accompagnements sur vraiment de la gériatrie pure. On a beaucoup d'accompagnements maintenant de plus en plus sur des problématiques de psychiatrie ou d'addictologie. Voilà. Et donc chaque patient va être différent. Donc à chaque fois, les propositions qui peuvent être faites, les choses qu'on peut tenter de mettre en œuvre ne sont pas faites avec les mêmes partenaires, avec les mêmes services, avec les mêmes patients, avec un entourage aussi qui est très différent à chaque fois. Et c'est vrai que ça peut être plus long par moment. Donc, cependant, on n'a pas de durée maximale d'accompagnement. C'est le temps nécessaire. Voilà. Donc, on se rend compte que quand même, au quotidien, oui, les accompagnements que nous avons évidemment, ça va sans dire, mais sur le soin palliatif vont durer un petit peu moins longtemps que d'autres accompagnements. Mais oui, il y a quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de durée d'accompagnement. On peut faire de l'accompagnement intensif aussi, dès lors qu'il y aura besoin de faire beaucoup d'actions pour améliorer en tout cas le quotidien du patient. Les coordinatrices le font, évidemment. On a c'est à peu près 5% de notre fil actif qui nécessite vraiment cette coordination très intensive, et on peut le faire aussi. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive régulièrement d'être sollicité plusieurs fois pour la même personne? Oui. Les situations peuvent se stabiliser. Parfois, comme je dis toujours aussi, on n'a pas de baguette magique. Alors, on fait au mieux, tout le monde fait au mieux. Les professionnels du domicile le font aussi. Et on peut se dire que là, pour cette fois, la stabilisation est faite, et donc mettre en veille le dossier. Mais on se met toujours à disposition. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un va estimer nécessaire que la complexité finalement revient dans le quotidien, évidemment, il faut nous rappeler et on réintervient. Et ça, oui, c'est sur beaucoup de patients, beaucoup. Margot, je suis interne en médecine générale à l'hôpital des Armées en médecine interne, et je voulais rebondir sur Via Trajectoire justement, parce que nous on l'utilise pas mal. C'est vrai que je connaissais pas l'outil jusque-là, et en médecine interne on a quasiment les 3/4 du service qui sont de la gériatrie, et avec beaucoup de maintien à domicile difficile, des patients qui n'ont pas de place en SSR, donc qui restent dans le service très longtemps avec des démarches qui ne sont pas entreprises souvent par les familles. Et la problématique aussi, c'est souvent quand il y a des familles, parfois il y en a, souvent il n'y en a pas aussi, et ça pose une autre problématique, c'est-à-dire pour la personne qui a des troubles cognitifs, qui est pas trop consciente de son état, comment on fait, parce que nous on n'a pas d'appui, donc les mesures de protection à mettre en place, etc. Ça aussi c'est une vraie problématique. Mais donc du coup, pour répondre justement à Via Trajectoire, je sais que nous c'est un outil qui est vraiment pas mal, en tout cas en hospitalisation, parce que ça nous arrive nous en tant qu'interne de remplir les parties médicales. Parfois on appelle le médecin traitant, on dit est-ce que vous avez eu le temps déjà de vous mettre sur le dossier ou pas. Nous on peut le faire. De la part des familles, on n'a pas eu forcément de mauvais retours. Certaines effectivement ont du mal avec Internet, donc à faire les démarches, savoir où aller avec les codes, mais il y a quand même c'est assez fluide en tout cas. À partir du moment où elles entrent dans une démarche où elles se disent ok, on commence à faire les démarches, elles créent en fait leur numéro, nous elles nous le donnent après, donc on peut aussi accéder et remplir notre partie. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce que c'est pas que pour les EHPAD et les hébergements définitifs, mais c'est aussi valable pour les hébergements temporaires. Alors avec les patients qui ont les moyens, du coup des fois dans l'urgence, quand on n'a pas de SSR, on peut aussi avoir accès du coup aux établissements temporaires qui prennent, il faut les moyens, ça c'est toujours le problème aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on explique aux familles, ça centralise un peu aussi pour plusieurs EHPAD. On peut choisir dans quels EHPAD on fait les demandes, et ça permet d'avoir une visibilité en fait sur qu'est-ce qui est accepté ou pas, et à plusieurs endroits, ce qui est pas mal, plutôt que de remplir des dossiers à chaque fois pour des EHPAD différents dans chacun des EHPAD.
où là vraiment je pense que aussi pour les familles c'est plus dur de ce qu'ils nous disent en tout cas, parce que on a l'impression que c'est définitif, on fait le dossier d'admission dans tel EHPAD à tel endroit, donc ça quelque chose déjà de plus compliqué pour eux s'ils sont au tout début de la démarche. Donc voilà, nous c'est un argument de plus pour dire on commence à faire, vous commencez, vous créez votre numéro, ça existe, ce qu'on pouvait déjà aussi faire pour les dossiers, parce que on peut refuser toujours l'admission en EHPAD et dire je suis pas prêt à y aller maintenant, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, avant, les gens venaient avec leurs dossiers, nous les apportaient. Maintenant, j'ai des dossiers à regarder à 20h30, 21h le soir, à remplir. À un moment, nous, il va falloir nous préserver un petit peu, parce que moi, je pose de 8h30 à 21h. Donc les dossiers, moi, je ne vais pas les voir, il y a des dossiers. Donc on nous demande des dossiers à remplir comme ça en plus, là, et on a des réponses. On ne sait même pas pourquoi ils ne sont pas pris, ou je ne sais quoi. Et puis des fois, maintenant, j'avais l'impression que l'autre jour, moi j'ai un patient, ce n'était pas pour une EHPAD, peut-être une structure quelconque. Accueil de jour peut-être. Ouais, je crois. Ça passe aussi pour un patient qui a une démence frontotemporale. C'est pour ça que je me demandais si vers trajectoire, je pense que ça va être compliqué de. Enfin, moi, je sais pas où j'en suis de mes dossiers. Et ça, voilà. C'est le problème après du livre. Après, c'est très bien fait, effectivement. Je dis quand je peux aller non, dessus. Mais moi, je parle parce que là, je suis à l'hôpital en stage, mais de base, moi, j'ai une formation de médecin. Dans quelques mois, je vais faire des remplacements en médecine générale. Effectivement, c'est tout le problème des mails qui arrivent, des dossiers à gérer, avec tous les supports. Ça, je suis bien d'accord. Du coup, j'ai pas eu, moi, là, vu que je suis en stage actuellement, j'ai découvert ça là. Mais j'ai pas eu l'expérience de le découvrir en médecine de ville avec tout ce qu'il y a à gérer à côté et de savoir comment ça. Voilà, on les voit pas forcément passer. Mais c'est très bien fait, je dis pas du tout le contraire. C'est la facilité de l'hôpital où on a l'assistante sociale aussi qui jette un œil sur les dossiers, qui nous dit à tel endroit on a eu des réponses. C'est vrai qu'après en ville c'est différent. J'ai été médecin à l'hôpital aussi, c'est différent. C'est ça, c'est pas la même organisation. Et petite question pour vous également, pour le remboursement des soins de pédicurie pour les personnes âgées, comment ça se passe ? Alors, pour l'instant, ça a changé. En fait, on a eu un avenant l'année dernière au mois de mars. Donc, du coup, on est pris en charge pour les diabétiques. On a donc le grade 2 et le grade 3, donc habituellement 5 à 8 soins. On a le bilan qui est pris en charge, le premier bilan pour les diabétiques, pour tous les diabétiques en fait. Et on a 2 nouvelles prises en charge qui sont en dehors de ces soins. C'est la prise en charge des verrues plantaires, on a 4 séances. Et 2 soins pour les personnes qui ont des traitements en chimiothérapie. Donc, dont la première doit être faite avant, il doit y avoir un bilan qui doit être fait avant le traitement en chimiothérapie. Voilà. Et bon, on espère qu'il y ait une évolution sur la prise en charge, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a les artéritiques qui posent problème, les gens qui ont des problèmes d'artérite, et les personnes âgées, quoi. Donc, ce serait intéressant qu'ils soient pris en charge aussi, quoi. Et après, il y avait aussi l'ongle incarné, mais bon, je ne sais pas. Et puis sinon, il y a les prises en charge au niveau des semelles, quoi. Et la prescription des chaussures orthopédiques aussi, des chutes, en fait, maintenant, aussi. Voilà, il y a toujours une évolution dans toutes les professions. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Merci à nos intervenants pour la présentation de ces dispositifs. Je vous invite du coup, on va clôturer la soirée et puis on vous propose un buffet après pour continuer les échanges si vous avez envie. Voilà. Merci à tous.